Bonjour à tous. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'audition de Jean Jouzel. Le climatologue a été auditionné par les sénateurs sur le 5e rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui a rendu un rapport assez alarmant sur le réchauffement climatique. On en parle avec le sénateur écologiste de Loire-Atlantique, Ronan Dantec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également porte-parole mondiale des villes dans la négociation climatique. Vous avez assisté à la conférence de Varsovie sur le sujet, conférence qui a abouti à un accord in extremis un petit peu difficile. Comment êtes-vous sorti de cette conférence? Avez-vous été déçu par cet accord difficile à obtenir? Non, pas vraiment, parce que Varsovie est une conférence intermédiaire. Il faut bien comprendre qu'on est dans un cycle de négociations qui se terminera à Paris en 2015. Donc on savait qu'à Varsovie, un certain nombre de pays seraient dans la posture, durciraient la négociation pour être en position de force avant Paris dans 2 ans. Malgré tout, ça reste une négociation très difficile. On voit bien que le fait, puisque c'était un des sujets de Varsovie, le fait que les pays développés n'aient pas tenu leurs engagements autour des fameux 100 milliards de dollars qui était l'engagement du Fonds vert de Copenhague, durci, ne crée pas de confiance entre les négociateurs, que du coup la Chine est redevenue un petit peu le porte-parole des pays du Sud, et la Chine du coup a aussi un peu remis sur la table l'engagement pris à Durban, donc c'est compliqué. La Chine et l'Inde, donc les pays émergents, ont été très difficiles dans cette négociation vis-à-vis des pays développés, dont ils estiment que ce n'est pas forcément à eux de faire le plus d'efforts en matière d'émissions de CO2. Oui, mais c'est aussi en partie une posture, puisque les Chinois savent très bien que s'il n'y a pas d'engagement de leur part, il ne peut pas y avoir d'accord climatique. Donc c'est pour ça qu'à Durban, pour la première fois, ils avaient bougé en acceptant d'aller eux aussi sur des engagements. Mais je l'ai dit, c'est une négociation intermédiaire, c'est de la posture. L'important, c'est Paris. Laurent Fabius est venu officiellement accueillir la candidature officielle de la France pour la conférence de Paris. Jusqu'à présent, c'était officieux. Il a parlé d'agenda positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi s'appuyer sur les dynamiques des acteurs, de ceux qui font au quotidien. Et dans ce cadre-là, l'action des villes, des territoires est absolument essentielle. Il y avait dans le programme de Varsovie un moment très officiel avec Ban Ki-moon sur la place des villes et des régions. Donc il faut trouver pour Paris un mode de négociation qui n'est pas celui de Copenhague. C'est-à-dire, moi je parle un peu d'une matrice, c'est-à-dire il faut croiser les engagements des États verticaux et les dynamiques des secteurs horizontaux à l'échelle mondiale. C'est cette dynamique globale qui peut permettre un accord à Paris. Varsovie ne pouvait qu'être difficile. Maintenant, malgré tout, il faut se mobiliser. Et je crois que le rapport du GIEC dit à quel point il y a urgence. On ne peut pas se permettre d'échec à Paris en 2015. Justement, vous avez assisté donc à cette audition de Jean Jouzel, climatologue, membre du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Qu'en pensez-vous de cette urgence, climatique? Est-ce que pour vous, c'est vraiment une situation alarmante? Oui, mais on le sait maintenant depuis plusieurs rapports du GIEC. On sait que l'humanité joue son avenir sur sa réponse collective au défi du changement climatique. Le problème qu'on a, c'est que beaucoup de sénateurs vont, pendant ces auditions, dire « Oh là là, c'est très grave, il faut agir ». Et dans la réalité de leurs amendements, à chaque fois qu'on a des lois qui touchent la question climatique, ils vont dire « Pas de contraintes pour les entreprises, il y a d'autres urgences, pas de réforme fiscale, pas d'écotaxe ». Et que cette contradiction-là, elle est centrale aujourd'hui à l'échelle française et à l'échelle mondiale. C'est-à-dire il faut à un moment qu'on fasse passer le long terme, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, avant des sujets immédiats, ou en tout cas trouver des équilibres. Et je crois par exemple que la loi sur la transition énergétique, qui ira à la fois sur la réduction de la part du nucléaire, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais qui ira aussi sur l'efficacité énergétique, donc la réduction des factures pour chaque habitant de notre pays, sera un moment déterminant. Moi, je crois que le problème qu'on a aujourd'hui à l'échelle française comme mondiale, c'est cette incapacité à intégrer le long terme en période de crise dans nos choix politiques. Justement, est-ce que vous estimez que le gouvernement actuel prend suffisamment en compte la question environnementale? Alors, très clairement, le fait que François Hollande décide d'accueillir la conférence à Paris est quand même un choix courageux, puisqu'il joue en termes diplomatiques, son quinquennat sur la conférence de Paris. Donc la France, à partir de là, ne peut pas être en contradiction avec l'accueil de la conférence. Donc la loi sur la transition énergétique devra obligatoirement être une loi ambitieuse. Moi, j'attends notamment de la France qu'elle défende
à l'échelle européenne un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50% en 2030. Il faut qu'on soit vraiment à l'offensive. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce gouvernement ait délaissé la question énergétique. Hollande, Ayrault ont toujours rappelé l'objectif de 50% de nucléaire et l'objectif du facteur 4 sur le CO2 en 2050. Maintenant, on est à l'heure de vérité. La manière dont la loi arrivera au Parlement dans le deuxième semestre 2014 dira si c'était des mots, des discours ou si c'était une volonté partagée. Et je crois que dans l'accord socle entre écologistes et socialistes, on sait très bien que c'est là aussi l'heure de vérité. Oui, mais pour l'instant, effectivement, beaucoup de paroles, mais peu d'actes. Il y a encore pas mal de sujets de conflit entre les écologistes et le gouvernement, qu'on parle de Notre-Dame-des-Landes, du nucléaire, de Fessenheim, enfin tous ces sujets qui posent quand même vraiment problème pour l'instant. Alors, il y a un certain nombre de désaccords connus. Notre-Dame-des-Landes en fait partie. Je remarque quand même que depuis que nous avons signé cet accord, il n'y a plus d'intervention et plus de travaux à Notre-Dame-des-Landes. Donc, c'est un sujet gelé aujourd'hui. Je pense surtout que les décisions restent fondamentalement devant nous, qu'on a perdu du temps, qu'on ne peut pas se permettre d'en perdre plus. Mais si je prends l'exemple de l'écotaxe, le rapport que je viens de faire comme rapporteur de la loi de finances sur les routes, je propose des solutions pour sortir du blocage. Et je vois que Jean-Marc Ayrault, lui aussi, dit il ne faut pas attendre un an, il faut essayer d'aller le plus vite possible parce que derrière, c'est 1 milliard perdu pour le budget de l'État. Ça veut dire que ce que ne paieront pas les transporteurs routiers, c'est les impôts qui les paieront. Donc on voit que sur ce point-là, nous sommes en accord avec le gouvernement et que nous avons les mêmes objectifs. Donc je crois qu'il faut effectivement avoir une vision non caricaturale de cet accord entre écologistes et socialistes. Il y a eu des avancées sociétales, par exemple, le mariage pour tous, pour prendre un exemple. Il y a des points de désaccord. Au niveau fiscal, on n'aurait pas fait comme cela sur le CICE, très probablement. Mais il y a surtout beaucoup d'échéances qui sont devant nous et des échéances où il ne s'agit pas juste d'être à examiner de manière un peu nombriliste le rapport entre les socialistes et les écologistes. C'est est-ce que la société française aujourd'hui veut s'engager avec nous dans la transition écologique? C'est ça la question centrale. Et à ce niveau-là, je crois qu'on a besoin de travailler ensemble, peut-être effectivement de renforcer notre coproduction et nos échanges. Merci beaucoup Ronan Dantec d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, donc, retour à la salle Médicis pour cette audition de Jean Jouzel sur le 5e rapport du GIEC. Je sais bien sûr que dans cette commission, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, sinon pour tous, très au fait des problèmes liés au changement climatique. Je vois le sénateur Deneux, nous discutons tout à l'heure depuis le temps que nous essayons de mettre cela sur l'agenda réellement politique. Donc je vous remercie d'être là et je vais essayer de laisser pas mal de temps à des questions. Alors quand même, on avait préparé pour ceux, c'est peut-être utile parce que je vais vous dire de tourner la page de temps en temps, c'est peut-être utile que vous ayez ce document. Sans ça, c'est pas très grave non plus, vous inquiétez pas. Mais il doit toujours en avoir sur la table, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je pense que d'abord, oui, je vais raconter un petit peu. Donc comme vous voyez sur la première page, ce document, en fait, on l'a adopté à Stockholm assez tôt, vendredi matin. Elle a été officiellement adoptée à 8 h du matin. Voilà. Ensuite, il y a eu une conférence de presse de présentation. Moi-même, je suis allé à Nantes, ensuite au sommet des maires, parce que je pense que les territoires et les maires doivent jouer un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, j'ai déjà fait beaucoup de présentations, comme Raymond l'a rappelé, depuis hier, aujourd'hui. Mais je suis très heureux d'être avec vous. C'est vrai que je pense que ce rapport a le mérite de la clarté. Peut-être qu'il est disons, de façon liminaire, je crois, intéressant de vous rappeler comment on fait un rapport. Ça, c'est une première chose. Alors, comment on fait un rapport? Disons, voilà, nous en sommes au 5e rapport. Le 5e rapport est disons, sous la responsabilité du bureau, effectif du bureau. Le bureau est élu en fait la durée d'un rapport. Les précédents étaient en 90, 95, 2001, 2007 et celui-ci va se, disons, décliner entre 2013 et 2014 parce qu'il y a différents groupes. Donc le groupe 1 sur les éléments scientifiques, le second groupe sur les impacts, l'adaptation, les vulnérabilités et le troisième groupe sur la lutte contre le réchauffement climatique, vraiment ce qui peut être mis en œuvre. Je souhaite alors
je souhaite rappeler une chose, qui est souvent mal interprétée. Le rôle du GIEC n'est ni de faire de la recherche, ni de faire des recommandations. C'est ni l'un ni l'autre. C'est très important. Le rôle du GIEC, notre mission, elle est très clairement définie, c'est de porter un diagnostic à intervalles réguliers, qu'on a fixé à 6-7 ans, sur l'ensemble des aspects liés au rôle potentiel des activités humaines sur le climat. Donc c'est simplement faire un diagnostic, c'est surtout pas faire de recommandations. Faire un diagnostic, c'est ce qui nous a amené sur l'ensemble des aspects liés au réchauffement climatique, enfin disons liés au rôle des activités humaines sur le climat. C'est ce qui nous a amené pour couvrir tout le champ des domaines d'intérêt à faire ces 3 groupes. En plus, il y a un rapport de synthèse qui sera publié en octobre prochain. Et donc nous partons avec un bureau de 30 personnes dont le président est Rajendra Pachauri, enfin était pour le 5e. Donc nous avons mis en place ce bureau disons juste après le rapport 2007, début 2008. Ce bureau se met en place et au sein de ce bureau, en fait, il y a disons 30, nous sommes 30 donc au sein du bureau, c'est donc de pays différents. Donc c'est un système très Nations Unies puisque le GIEC est sous la tutelle de 2 organismes des Nations Unies, le programme le PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement, et puis l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale. Donc ce bureau, mais ce bureau disons le vrai pouvoir, c'est dans les représentants. Bien sûr, c'est les pays qui décident ou non de l'existence du GIEC et qui, à chaque étape, effectivement, approuvent, parce que généralement, ils approuvent l'action du bureau. Donc, au sein de ce bureau, on a des sous-bureaux, si on veut, c'est-à-dire chacun des 3 groupes a 3 bureaux de 8 personnes. Et donc, il y a 6 personnes plus transversales, le président et d'autres, quelques autres, des vice-présidents. Et donc, c'est vraiment la tâche de ce bureau, de 8 personnes, de prendre la responsabilité du rapport concernant son domaine. Donc, je suis moi-même membre du bureau, donc du groupe scientifique, à ce titre vice-président, mais donc on a aussi 2 coprésidents qui sont un Suisse, Thomas Tucker, et puis un Chinois, Qin-Dai. Donc ce bureau se met en place. Sa première tâche, disons, ça a été la première année, ça a été, disons, on doit d'abord présenter puisqu'on va effectivement faire appel à auteur, notre premier rôle ou notre première tâche, c'est disons, un peu de structurer le futur rapport, simplement des têtes de chapitre. Parce que, évidemment, comme on veut les auteurs dans chaque chapitre, il faut quand même qu'on identifie quels sont les différents chapitres. Ça nous a pris une année. On discute avec la communauté scientifique, effectivement, il y a aussi une assemblée plénière qui peut donner des avis. Et nous sommes arrivés à une structure un peu différente dans le 5e rapport par rapport au 4e. Par exemple, dans le 5e rapport, dans le 4e, il n'y avait pas de chapitre dédié au niveau de la mer. On avait un peu éparpillé tous les aspects niveau de la mer dans différents chapitres et ça avait peut-être, disons, nuit à la visibilité de ces projections sur le niveau de la mer. On en a de nouveau remis un dans le 5e rapport, qui est effectivement très important. Donc, par exemple, on a scindé le chapitre de projection un peu. Alors, disons effectivement, il y a une courroie de transmission entre la demande, disons, je dis politique au sens noble du terme, hein, parce que l'idée quand même, c'est que, j'aime bien le dire en anglais, c'est qu'on doit être policy relevant, c'est-à-dire que ce qu'on raconte, ça doit être, disons, c'est censé vous intéresser. Les décideurs politiques ou économiques, c'est censé vous intéresser, donc ça doit être policy relevant, mais pas policy prescriptif, c'est très clair. Donc on a, par exemple, on a eu des demandes, donc ça se passe à travers, il y a des organismes de transmission. On a eu des demandes, disons, entre la COP, donc la conférence climat, et puis, ça j'en parlerai après, et puis, disons, la Convention climat, et puis le GIEC, qui sont quand même indépendants. La demande était d'avoir un peu plus l'œil sur des projections à court terme et des projections régionales, et c'est pour cela qu'on a scindé ce chapitre de projection en 2 parties, disons, ce qui risque de se passer d'ici 2050 et pour l'après 2050 et dans le long terme. Donc voilà, ça c'est la première année, on restructure un peu le rapport, on a 14 chapitres cette fois au lieu de 11, dans le précédent 12, et après on fait appel à auteur, et je crois vraiment que, disons, la qualité du rapport du GIEC, sa visibilité aussi tient au fait que
Actuellement, enfin, il reste toujours, et c'est vrai depuis la création du GIEC en 88, eh bien, ça reste un honneur dans notre communauté d'être auteur du GIEC. C'est vraiment un honneur, ça ne rapporte rien, ça prend du temps, mais c'est très intéressant scientifiquement parce qu'effectivement, on côtoie des collègues de disciplines différentes, c'est forcément intéressant, mais si bien qu'on a vraiment, de nombreuses candidatures pour être auteur. Ça peut transiter par différents canaux. Ça peut être soit par les représentants des gouvernements. Chaque gouvernement a évidemment un représentant au GIEC. En France, c'est Nicolas Berriot qui est aussi, disons, secrétaire général de l'ONERC, donc au ministère de l'Environnement. Ça peut aussi transiter par des organisations scientifiques, disons, internationales. Ça peut aussi transiter, disons, de façon... Et aussi le bureau, si on pense qu'il y a effectivement un domaine qui n'est pas couvert, on peut aussi solliciter directement des auteurs, mais ça nous est rarement arrivé. En fait, là, on avait 1000 candidats pour un peu plus de 200 auteurs. Donc les auteurs, c'est à peu près une douzaine par chapitre, avec comme premier critère de sélection la qualité scientifique, mais c'est vrai aussi qu'on tient compte on a un souci de répartition géographique à peu près quand même équilibré, parce que si on ne regardait que le nombre de publications, évidemment, ça ferait peser la balance beaucoup trop vers certains nombres de pays, un nombre de pays. Et puis aussi, bien sûr, le genre, je veux dire qu'on souhaite avoir le renouvellement aussi. On souhaite là, il y a eu 60% de renouvellement des auteurs, ce qui est bien. C'est bien d'avoir une certaine continuité, c'est bien aussi d'avoir des jeunes qui s'impliquent. Donc on essaye d'avoir, disons, 60-70% de renouvellement, c'est très bien. Il faut aussi certains qui... Bon, je pense que c'est bien d'avoir une certaine... Et puis, voilà, donc on part avec les auteurs. Donc, je souhaite dire ici... bon, dans ce rapport, la France, par exemple, donc, est très présente. En fait, nous sommes en nombre... Parce que je crois que les auteurs, le nombre d'auteurs représente quand même un peu une... Je crois, donne une image disons, je dirais de la science qui se fait dans les pays, et nous sommes, dans ce cas, troisième après les États-Unis, qui a 60 représentants, les 25 pour le Royaume-Uni, on est à 17, et après ensuite il y a l'Allemagne, la Chine, l'Australie, le Canada, donc on est en troisième position, ce qui est bien. La communauté scientifique française est très active, et ça sur tous les domaines couverts, les données du passé, les observations satellitaires, cycle du carbone, projection du climat, aérosols, tout ça, on est bien présent. Ce sont des disciplines où, disons, aussi bien sur Paris, Toulouse, mais aussi dans d'autres points, Grenoble, Marseille, Bordeaux, je pourrais citer Lille aussi, il y a vraiment une présence de scientifiques sur tous ces aspects qui touchent, on parle bien ici des éléments physiques du changement climatique. Voilà. Donc ensuite, les auteurs donc, se mettent en place. Il y a une première séance de travail. En fait, il y aura 4 séances de travail espacées de 6 à 7 mois. Première séance de travail où tout le monde se retrouve. On fait, disons, une version 0 qu'on circule en interne. La deuxième version, après la seconde séance de travail, et c'est là que ça commence, disons, je crois, le vrai sens de l'expertise, elle est envoyée à tous ceux qui souhaitent la lire, apporter des commentaires. C'est très ouvert. Et en fait, nous avons ouvert de façon la plus large possible. Tous ceux qui nous ont demandé à faire des commentaires ont été bienvenus. C'est très clair. Donc cette première séance de revue, disons, et après, il y a quand même un mécanisme qui fait que, disons, les auteurs du chapitre doivent répondre impérativement à tous les commentaires. Ils peuvent dire que le commentaire n'est pas pertinent ou qu'il est pris ou qu'il appartient à un autre chapitre, mais il doit y avoir une réponse. Ensuite, il y a donc une version, à partir de la troisième séance, rentre justement pour un peu vérifier, disons, la fluidité du mécanisme, je dirais, des review éditeurs, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas sur le contenu, mais qui vérifient simplement qu'aussi bien du point de vue éthique, pratique que fluidité, eh bien, tout se passe bien. C'est le rôle des review éditeurs. Moi-même, j'ai été, comme je suis membre du bureau, disons, j'ai aussi été review éditeur du chapitre sur le niveau de la mer, c'est-à-dire, mais donc, voilà. Et puis, donc, ensuite, il y a une revue dite gouvernementale après la troisième semaine. Généralement, disons, par exemple, Nicolas Berriot en France se retourne vers la même communauté scientifique. Ça revient, même si elle a un nom de gouvernemental, c'est de nouveau vraiment les mêmes scientifiques qui sont sollicités pour apporter des commentaires. Et puis donc là, c'est ficelé pour ce qui concerne les chapitres, après une quatrième séance de travail. Et bien sûr, beaucoup de travail entre-temps pour les auteurs. Les auteurs consacrent beaucoup de temps à la rédaction du rapport sur 2 ou 3 ans, je dirais.
Et puis en parallèle, on commence là. Donc ça, ce sont un gros rapport, hein, ça fera 1000 pages qui sont déjà disponibles sur le web. Hein, tout est disponible. Alors c'est complètement transparent, c'est-à-dire qu'actuellement tout est disponible, aussi bien les commentaires, les réponses qui ont été apportées. Nous-mêmes, en tant que review auditeur, on a fait un rapport sur le mécanisme lui-même. On a dit voilà, ça va, il y a des points qui peuvent être améliorés et tout cela. Hein, donc tout cela est disponible. Hein, je veux dire qu'il y a une transparence complète. Alors, ça n'a pas été disponible pendant le processus. Hein. Techniquement, c'est peut-être pas disponible aujourd'hui, mais je sais, enfin, déjà les chapitres sont disponibles. On va tout mettre, tout va être sur site, hein, toutes les versions et tout cela. Donc, et en parallèle, se met en route, disons, la rédaction de ce qu'on appelle un résumé technique. On passe de 1000 pages à 50 pages, et ensuite un résumé pour décideurs qui fait 15 à 20 pages. Donc, on arrive à Stockholm avec sur table un résumé pour décideurs. On a déjà tenu compte de premières remarques, de premiers commentaires disons des gouvernements. Voilà, et puis se passe ce processus d'adoption. Donc il y a une cinquantaine de scientifiques qui sont là. C'est bien sûr sous la responsabilité des coprésidents de notre groupe. Et alors, ce que je souhaite dire, c'est que dans ce processus d'adoption, contrairement à une idée reçue, le rapport reste complètement la propriété des scientifiques. Parce que ne peuvent être changés, c'est important, parce que je voudrais que vous témoigniez de ça, parce qu'on entend tellement de choses qui sont fausses sur le rapport du GIEC, je vous assure. C'est important. Ce que peut faire disons, un pays, un représentant d'un pays, s'il veut, il ne peut pas changer de chiffre, il peut éventuellement aller chercher des chiffres, mais disons tout ce qu'il avance ou souhaite mettre en avant doit trouver son origine dans le rapport principal. Or, évidemment, les chiffres qui sont dans le rapport principal, ce sont qu'on retrouve dans le rapport résumé pour décideurs qu'on propose. Et généralement, ça se traduit, et moi j'ai vécu pratiquement une vingtaine ou une quinzaine avec tous les rapports de processus d'adoption. Effectivement, ça se traduit par le contenu du rapport n'est pas modifié, et dans le fond, hein, mais disons, finalement, la forme est généralement un peu modifiée, pas beaucoup, hein, franchement. Par exemple, pour vous dire, après je vais vous présenter les résultats principaux du rapport, pour vous dire de façon très simple, c'est à la demande des Chinois, mais aussi des Américains. La seule modification réellement où il y a eu des nouveaux chiffres qui sont rentrés, il n'y en a jamais eu de supprimés, et ces chiffres, c'était des chiffres qui étaient dans le rapport résumé technique, c'est qu'on dit, j'y reviendrai, parce que c'est très important, parce que le message politique est très clair. Disons, on évalue, on donne un chiffre en milliards de tonnes de carbone auquel on a le droit, en gros, si on ne veut pas dépasser un certain niveau de température. Évidemment, il n'y a pas. Donc, voilà. Donc, nous avions mis ce chiffre, enfin 270 milliards de tonnes de carbone, hein, sous forme de CO2. Nous avions mis ce chiffre initialement avec la probabilité, disons, disons, pour se donner de bonnes chances, c'était pour se donner de bonnes chances enfin, plus de 2 chances sur 3 que le réchauffement n'excède jamais 2 degrés par rapport au pré-industriel. On dit qu'il ne faut pas émettre plus de 270 milliards de tonnes. Et simplement, disons, ça a passé toute la nuit pour décider qu'il ne fallait pas simplement mettre la probabilité que vous avez 2 chances sur 3 de ne pas dépasser 2 degrés, il fallait aussi mettre la probabilité 1 chance sur 2 et 1 chance sur 3. Donc effectivement, il y a 3 chiffres. Mais je veux dire par là que les chiffres ne sont pas des chiffres inventés nouveaux, ce sont des chiffres qui viennent effectivement du rapport principal. Donc vous voyez, c'est ce que je veux dire. Il faut quand même bien penser que ce processus d'adoption, il n'est pas une perte de propriété pour la communauté scientifique. Par contre, il est très fort pour moi, et c'est ce qui fait la visibilité du GIEC, parce qu'une fois qu'il est adopté, il est adopté par les représentants des gouvernements qui se l'approprient et qui finalement l'emmènent avec eux. C'est bien ça qui est important. Le mécanisme, il est fort parce que l'adoption, une fois que les gouvernements l'ont adopté, en fait, ils s'en servent. C'est bien ce qui se passe, et moi je vais à toutes les conférences climat, et je vous assure, et je le redis à chaque fois, le livre de chevet des négociateurs, ce sont les rapports du GIEC. Et c'est grâce à ce mécanisme d'adoption. Bon, une fois que je vous ai parlé de tout ça, donc on va venir un peu je sais que vous connaissez déjà un peu de ce dont... Bon, voilà, vous connaissez déjà un peu... bon, je ne vais pas redire tout cela. Excusez-moi, j'ai voulu garder... On a un texte en français. Voilà, peut-être je peux vous l'envoyer, parce que j'ai remis au point. Enfin, déjà on a eu donc quand on est mercredi, donc lundi on a eu effectivement
le président je te le donnerai après, ou je te l'enverrai, oui, je l'enverrai. Donc on a eu effectivement déjà des événements quand même assez marquants, puisqu'on a remis, donc on a eu disons à l'initiative de Laurent Fabius, une réunion au ministère des Affaires étrangères qui sont les pilotes, donc, disons, de la conférence 2015. Donc ça c'était lundi matin, donc en présence de Geneviève Forazo, de Pascal Canfin. On a eu aussi l'après-midi une réception à l'Élysée. On a remis en main propre, enfin j'ai remis en main propre avec quelques collègues à François Hollande ce rapport. Donc ça montre aussi l'intérêt quand même je crois, de nos décideurs, de nos politiques, de notre monde politique, dans ce cas de notre gouvernement et de notre président de la République pour cela. Il nous avait d'ailleurs déjà écouté avant la COP en décembre dernier. Nous avons eu un petit déjeuner avec lui sur ces aspects climat. Donc voilà, je vais balayer. Donc vous avez sous les yeux, je pense que vous connaissez. Donc notre première, je vais vous dire en français, le réchauffement du système climatique est sans équivoque. Et depuis les années 1950, beaucoup des changements observés sont sans précédent. C'est sans équivoque et sans précédent. C'est un double qualificatif sur les dernières décennies et au dernier millénaire. L'atmosphère et l'océan se sont réchauffés, c'est important. L'étendue et le volume des neiges et glaces ont diminué et le niveau de la mer s'est élevé. Alors c'est un diagnostic très clair qui est illustré par disons, là, je crois que j'en suis à la page 3 ou 4 ou 5, donc par ces premières figures que vous voyez là. Donc évidemment, on vous invite, quand on regarde le climat, on vous invite à ne pas regarder, enfin on ne s'attend pas du tout à ce que le climat se réchauffe année après année, mais disons que si on s'intéresse plus à des échelles de temps de la décennie, ce qui est montré dans le graphe du dessous, et je reparlerai, si vous le souhaitez, du ralentissement quand on regarde, disons, non pas la dernière décennie a été très chaude, c'est de loin la plus chaude, mais si on regarde à l'intérieur de la dernière décennie, effectivement, il y a eu un ralentissement du réchauffement qui ne remet pas du tout en cause le diagnostic de réchauffement lui-même, mais sur lequel je voudrais bien répondre à vos questions si vous en avez. Alors la page suivante, ça illustre un peu ce que j'ai dit. Alors c'est que, et c'est ça le réchauffement, c'est déjà ce qu'on avait dit en 2007, c'est-à-dire que quand on parle de réchauffement climatique, eh bien c'est pas simplement la température. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'autres indices du réchauffement, et c'est ce qu'on avait dit en 2007, et ce qu'on redit ici. Donc là, il y en a d'illustrés 4 qui sont les plus clairs pour nous. Disons ce qui se passe dans l'océan de surface, c'est-à-dire que la chaleur s'accumule. Disons, il y a une augmentation de la quantité de chaleur dans l'océan de surface. Ça correspond simplement à une augmentation de température sur une certaine épaisseur. Je crois que c'est 70 mètres dans ce cas-là. Ensuite, vous voyez que disons, la couverture de neige, alors c'est essentiellement, elle varie essentiellement ces variations sont limitées à l'hémisphère nord, ça ne varie pas dans l'hémisphère sud, puisqu'il y a que l'Antarctique et après des continents non couverts de neige plus au nord. Eh bien, cette couverture de neige, elle a diminué depuis la première partie du XXe siècle, très clairement, d'au moins 2 ou 3 millions de kilomètres carrés. Vous voyez, donc évidemment, là aussi, ça fluctue d'une année sur l'autre. Il faut pas... voilà, donc c'est quand même 3 milliards, 4 à 5 fois la France en moins qui est enneigée à la fin de l'hiver qu'il n'y a 40 ou 50 ans dans l'hémisphère nord. De même, des choses qui sont bien connues, c'est la diminution de la superficie de la banquise dans l'océan Arctique. Donc là aussi, ça varie d'une année sur l'autre. Le minimal a été obtenu en 2007, c'était 3,7 en dessous de 4 millions de kilomètres carrés. On est remonté en dessous de 5, mais il y a vraiment une tendance, disons, à la décroissance de la couverture de glace dans l'Arctique, qui, vous le verrez, risque de nous emmener à une disparition. Alors ça, c'est à la fin de l'été, bien sûr. C'est à la fin de l'été, c'est la surface minimale. Donc ensuite, ce qui est peut-être le plus parlant, en tout cas pour moi, c'est l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, ça conjugue deux phénomènes qui eux-mêmes sont, je dis, le fruit du réchauffement climatique. D'une part, c'est comme il y a plus de chaleur dans l'océan, eh bien, il y a une on appelle ça expansion thermique, une dilatation. Disons tout simplement. Et puis il y a aussi tout ce qui nous vient des glaciers, c'est-à-dire la fonte des glaciers. Alors à peu près, pour vous donner une idée, on est à peu près à 3 mm sur un rythme d'élévation de 3 mm par an, 30 cm par siècle à peu près actuellement.
de ces 3 mm, il y a à peu près 40% qui vient de l'Antarctique, du Groenland et de l'Antarctique de l'Ouest, 20 à 30% des glaciers continentaux, des autres glaciers, donc disons tempérés, en tout cas hors région polaire, et puis l'expansion thermique aussi pour un tiers. Donc, mais ce que je veux dire, c'est vraiment l'élévation du niveau de la mer est vraiment un indicateur, disons, global du réchauffement climatique. En un seul chiffre, disons, on montre bien le réchauffement. Là aussi, il y a quelques fluctuations année après année, parce qu'il peut y avoir, par exemple, une année où il y a plus de pluie. Donc, on peut avoir des différences dans le stockage de quantité d'eau sur l'océan, simplement parce que le régime des précipitations est différent d'une année sur l'autre. Par exemple, c'est le cas des événements El Niño. Disons, ça joue sur le niveau de la mer simplement parce que les régimes de précipitation peuvent être assez différents d'une année sur l'autre. Voilà, donc le point suivant qui est que, eh bien, pour ce qui concerne lui-même, donc on en passe au point suivant qui est ce qu'on appelle le forçage climatique. Donc tout ce qui est susceptible disons, d'influencer le climat. Donc on a tout ce qui est, vous avez d'abord, bon, je pense une courbe qui est un peu symbolique, qui est celle de l'augmentation de gaz carbonique. C'est quand même le gaz carbonique donc qui est à l'utilisation du pétrole, du charbon et du gaz naturel, mais également un peu à la déforestation. Un peu, je dis à peu près 10% actuellement. C'est pas négligeable et on voit cette montée imperturbable du gaz carbonique. Alors elle est effectivement un peu différente quand vous êtes au pôle sud où il n'y a presque pas de cycle saisonnier. Par contre, elle est extrêmement marquée. Donc il y a un cycle saisonnier marqué disons dans l'hémisphère nord et vous avez en trait, disons, où il y a plus de variations. Ce sont les données correspondant à cette station avec des variations saisonnières très marquées. Et ça a été assez symbolique cette année. Donc, bien sûr, on a arrêté les données au moment c'était à fin juillet, disons à la fin de l'année dernière. Donc, on n'avait pas les données les plus récentes. Il n'y a que les données de 2011. Mais en 2012, eh bien, de façon au printemps 2012, c'est là où il y a le pic, disons à la fin de l'hiver, parce qu'après la végétation se met en route et ça absorbe de nouveau du gaz carbonique. Bien sûr, c'est là que l'absorption se joue. Eh bien, la barre des 400 parties par million, vous savez, il y a eu beaucoup de nouvelles autour du fait que le CO2 était plus, disons, la barre des 400 parties par million venait d'être dépassée. Bien sûr, c'est de façon saisonnière, mais dans 2-3 ans, elle sera dépassée en moyenne globale. Voilà un peu pour et puis après, mais je vais pas trop, simplement pour donner le sérieux du rapport, vous voyez, il y a disons un inventaire de tout ce qui peut modifier le climat. Bien sûr, le méthane est quelque chose d'également important. Disons les halocarbone, les CFC. Voilà, donc tout cela, je vais pas vous... Voilà, ce que je veux simplement vous montrer, c'est que c'est fait de façon très sérieuse. On essaye aussi d'évaluer les forçages naturels, ce qui est lié, par exemple, aux variations de l'activité solaire. Et c'est effectivement très faible. Quand on parle, c'est toujours l'objet d'un débat, mais quand on commence un débat en disant on entend quelqu'un dire que c'est l'activité solaire qui est à l'origine du réchauffement actuel, ce qu'on entend toujours, il faut quand même savoir que d'un côté, on a 5 centièmes de watts par mètre carré, de l'autre, on a près de 3 watts par mètre carré. Donc il y a vraiment un rapport, disons un rapport de largement plus de 10, 20 ou même 40 ou 50 entre disons en termes de watts par mètre carré, ce que ça ajoute en termes d'énergie. Et puis quand on regarde aussi sur les 50 dernières années, eh bien l'activité solaire aurait eu plutôt tendance à légèrement diminuer. Simplement pour souligner la difficulté, disons, d'accepter cette explication de forçage solaire qui revient régulièrement, malheureusement, bon, mais c'est ainsi, mais qui revient régulièrement, c'est le soleil qui est en train de modifier le climat et non pas les activités humaines. Moi, j'aimerais mieux, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc ensuite, alors la question qui nous est posée de façon vraiment récurrente, et vous voyez que sur une des premières pages, j'avais montré la progression de cette réponse, en 90 peut-être, en 90 on ne savait pas, la question elle est, et c'est celle qui vous intéresse, qui nous intéresse, qui intéresse l'homme de la rue, qui intéresse les journalistes,
Je crois qu'on ne nous écoute pas quand on dit que, effectivement, le problème, c'est pour la deuxième partie du XXIe siècle, que les réchauffements importants, si on ne fait rien, c'est pour la deuxième partie du XXIe siècle, que disons, si on ne fait rien tout de suite, et si on ne fait rien au cours de cette décennie, on ira vraiment vers des niveaux d'effet de serre qui seront directement, je dirais, compatibles avec un développement harmonieux de notre civilisation. Quand on dit ça, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Hein. Ils n'écoutent pas ce qu'on dit pour la fin du siècle. Et quand on dit en plus, ce qui les intéresse, c'est mais est-ce que le réchauffement d'aujourd'hui, c'est déjà lié au réchauffement, aux activités humaines? Cette question, elle est récurrente, elle nous est posée à chaque rapport, c'est normal, et on l'examine de nouveau à chaque rapport, à partir de... ce que je veux dire, le débat n'est jamais clos. On ne dira jamais que le débat est clos. Hein, faut pas, quand on dit que on n'a jamais dit que le débat est clos, à chaque rapport, nous reprenons ce problème d'attribution du réchauffement climatique, disons, d'essayer de faire la part de ce qui est lié disons, ce qui est d'origine naturelle et ce qui est éventuellement lié aux activités humaines. On est passé de, on ne sait pas en 90, peut-être en 95, non, oui, enfin, oui, peut-être en 2001. Alors, c'était très, disons, même en 95. Il y a peut-être plus d'une chance sur deux, en gros, et ça avait joué un rôle. Le simple fait de dire qu'il y avait plus d'une chance sur deux, qu'on était déjà dans un monde dont on modifiait le climat, avait joué un rôle prépondérant dans la mise sur pied du protocole de Kyoto en 97. On est passé à 2 chances sur 3 en 95, oui, en 2001 et disons à plus de 9 chances sur 10 en 2007. Et là, on a, disons, un diagnostic très clair. Il est doublement clair. Hein, disons, l'influence des activités humaines, on le dit simplement, il est clair. Hein, it's clear. Donc, mais le point important, c'est qu'il n'est pas simplement... Alors, il y a 2 points qui sont importants. On devient plus précis. Hein, donc, on devient plus... Disons, notre conclusion est encore plus ferme, puisqu'on dit que il y a plus de 95 chances sur 100 que le réchauffement récent des 50 dernières années soit dominé par les activités humaines, on peut bien dominer. Ensuite, ce qui est nouveau, c'est qu'on limitait l'attribution du réchauffement climatique dans les précédents rapports à la température moyenne de la planète. Là, on l'étend à beaucoup d'autres, disons, à d'autres aspects. Ça, c'est important. On l'atteint par exemple au niveau de la mer ou même à des aspects régionaux, même à certains extrêmes climatiques. Hein, donc, et le troisième point, c'est que, disons, nous donnons des chiffres sur les parts possibles de, disons, des causes naturelles et des causes humaines. Alors, évidemment, dans les causes humaines, il y a les aérosols, il y a beaucoup d'autres choses, ce que vous avez dit tout à l'heure. En gros, la conclusion, c'est qu'on pense il y a aussi de la variabilité naturelle, c'est-à-dire que même si rien ne changeait, le climat n'est pas toujours pareil. Hein, même s'il n'y avait aucun changement d'activité solaire, il y a toujours ce qu'on appelle la variabilité naturelle. On l'estime, donc là on parle d'une période de 50 ans, à de l'ordre de 1/10 de degré. De même, on estime aussi disons que les causes naturelles, enfin l'activité solaire ne peut pas avoir joué pour plus d'1/10 de degré. Donc ça sur une période où le réchauffement était à peu près entre 6 et 7/10 de degré. À l'inverse, il est plausible que le réchauffement des 60 dernières années soit complètement dû aux activités humaines. C'est très clair, soit entièrement dû. Donc ça, c'est quand même quelque chose disons, qui est plus clair, parce qu'on est, enfin, encore, disons, je crois qu'on a renforcé la conclusion disons, de la responsabilité des activités humaines dans ce réchauffement par rapport au rapport précédent. On passe ensuite je ne vais pas être trop long, hein, non, ça va aller. On passe ensuite aux projections. Alors là, il y a une nouveauté qui est quand même, il y a une nouveauté. La nouveauté, c'est que, donc cette fois, disons, dans le précédent rapport, donc évidemment, vous comprenez bien que le modélisateur, pour faire tourner ses modèles climatiques, il a besoin de savoir comment va évoluer l'effet de serre dans l'atmosphère. Donc on a toujours opéré, on se tourne, la communauté des modélisateurs du climat, donc disons plutôt celle qui s'est impliquée dans cette partie du rapport, se tourne vers les économistes qui, eux, travaillent plutôt dans le troisième groupe et leur demandent comment vous voyez l'évolution de notre monde en termes d'augmentation
effet de serre ou d'autres, disons, d'autres phénomènes, par exemple d'aérosols, qui peuvent influencer le climat. Alors, les économistes nous ont produit différents scénarios qu'on a utilisés, plus ou moins émetteurs, en fonction de la démographie, de la façon dont on produit l'énergie, dont on l'utilise, de la façon dont on urbanise. Tout ça, c'est très bien. Simplement, il y a quand même un défaut, c'est que si vous tournez vers un économiste, il est incapable de vous fournir de façon naturelle un scénario qui réponde aux objectifs de stabilisation qui sont inscrits dans la Convention climat. C'est aussi simple que ça. Ils ne sont pas capables. Alors on a dit on fait le contraire. En gros, là, on est parti de scénarios où on dit on va stabiliser le climat, on va chercher à stabiliser le climat. Et donc pour stabiliser le climat, il faut d'abord stabiliser l'effet de serre. Après, ça prend un certain temps et beaucoup de temps pour l'élévation du niveau de la mer qui se poursuit. Donc on a fixé différents niveaux alors évidemment, on travaille sur différents scénarios de nouveau, des scénarios plus ou moins émetteurs, c'est-à-dire des niveaux de stabilisation plus ou moins importants. Donc un scénario qu'on appelle 2.6, c'est-à-dire c'est en termes de watts par mètre carré. C'est directement lié, évidemment, on peut le lier directement aux quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et aux autres variables. L'intérêt de cela, c'est qu'effectivement, on a 4 scénarios qui, à terme, doivent nous amener une stabilisation. Et donc là, vous ne voyez pas beaucoup, mais le scénario le plus émetteur, qui est à peu près dans la ligne du scénario le plus émetteur précédemment, on retrouve ces valeurs très élevées de réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'à la fin du siècle, le réchauffement peut aller jusqu'à 4,8 degrés. La moyenne, c'est un peu moins de 4, donc 3,7, je crois. Et la valeur maximale, un peu plus de 5. Donc vous avez les barres à droite. Ça fait quand même des choses importantes. Si vous regardez, enfin on voit mal sur la copie, mais un réchauffement de 4 degrés en moyenne globale, c'est plutôt 5 sur les continents. Il y a une amplification, c'est plutôt 7 ou 8 dans les régions polaires, nord. Donc ce scénario est à peu près identique au scénario le plus émetteur des rapports précédents. Ensuite, donc à l'inverse, donc le scénario le moins émetteur, celui qu'on appelle 2.6, par l'autre c'est 8.5, vous voyez, 2.6 c'est pratiquement, on y est déjà. Eh bien, le scénario le moins émetteur permet effectivement de rester là en dessous de 2 degrés. Alors le problème du scénario le plus émetteur, c'est qu'il non seulement on atteint 4 degrés, ce qui est ou près de 4 degrés à la fin du siècle en moyenne globale, mais ça continue. Les simulations, certaines simulations qui se poursuivent avec ce scénario où la stabilisation est assez à long terme se poursuivent, eh bien, on arrive je pourrais vous montrer les simulations françaises, on arrive à des réchauffements de plus de 10 degrés moyens en 2300. Ça ne s'arrête pas. Donc voilà. Donc ensuite, il y a, je vais passer assez vite, d'autres phénomènes qui sont comme on peut modéliser. On pense que dans les scénarios plus émetteurs, la glace de mer à la fin de l'été aura disparu dans l'Arctique en horizon 2050. Il y a aussi un autre problème dans l'océan, c'est l'acidification de l'océan, qui est déjà quelque chose de visible, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pH de jargon a diminué d'un dixième d'unité. C'est important, c'est-à-dire que il y a l'acidité, ce sont des ions H+, donc il y a déjà 25% d'acidité en plus, je dirais de façon un peu rapide, qu'il y a qu'au début du siècle. Et on risque de diminuer de nouveau de 2 dixièmes d'unité, ce qui est très très important en termes d'influence sur la vie, sur la formation de la calcite, par exemple, les coraux, tous les animaux qui ont... C'est plus difficile de former des coquilles de calcaire, quelles qu'elles soient après, que ce soit des coquilles de crustacés ou des coraux. Voilà. Donc c'est quand même des choses extrêmement importantes. Alors je ne vais pas beaucoup m'étendre sur les conséquences du réchauffement climatique parce que nous aurons tout ça va être détaillé, régionalisé dans le second rapport qui paraîtra en mars. Et je suis sûr que vous inviterez quelqu'un du second rapport pour venir vous en exposer les résultats. L'élévation du niveau de la mer, et j'en aurai pratiquement terminé après, l'élévation du niveau de la mer, les chiffres sont plus élevés on arrive à des chiffres dans le scénario le plus élevé, disons à la fin du siècle, de l'ordre qui peuvent atteindre presque 1 mètre sur les valeurs maximales, de l'ordre de 80 cm dans les valeurs vraisemblables, alors que, disons, elles n'étaient que de 20 à 60 cm dans le 4e rapport. Elles sont plus élevées parce que nous avons mieux tenu compte de la contribution du Groenland, qui font effectivement à cette contribution. Donc après, vous avez un résumé que je ne vous commande pas sur l'élévation du niveau de la mer et puis
disons, le réchauffement dans les différents scénarios. Et ensuite, on passe à quelque chose qui est quand même que, donc si maintenant on a essayé de faire le lien avec la Convention climat, alors notre groupe n'a pas pour mission effectivement de réfléchir aux trajectoires, disons, qui pourraient nous permettre de respecter les différents scénarios. Ça sera fait dans le groupe 3, mais on donne quand même des chiffres globaux, un peu, disons, des signaux. Donc on dit que, disons que par exemple, le scénario le plus faible permet de rester en dessous de 2 degrés, mais c'est probablement vraiment le seul. Hein. Donc c'est important. Ensuite, bon, sur les émissions elles-mêmes, si on veut, et après on donne des chiffres pour le respect de ces scénarios. Donc, disons, le respect de ces scénarios, eh bien, ça vous donne un chiffre qui disons, pose vraiment le problème, le défi auquel on fait face. Si on veut respecter le scénario 2.6, celui qui va rester en dessous de 2 degrés, et il y a une autre façon aussi de le voir par la suite qui conduit à peu près au même chiffre. Donc il nous reste 270 milliards de tonnes de CO2 à émettre. Ça c'est bon. En fait, la meilleure façon, donc, et c'est la phrase qui a donné beaucoup de disons de grains à moudre, c'est là qu'on a, en fait, je n'ai gardé que la probabilité de 66%, mais ça ne change pas beaucoup autrement. Donc en gros, notre droit à émettre en termes, là c'est plus, on s'est focalisé sur le gaz carbonique. Le droit à émettre de gaz carbonique pour ne pas dépasser le degré sur l'ensemble de la période d'émission, c'est de 800 milliards de tonnes. C'est très clair. Et il y en a déjà eu 530 d'émises depuis le début de la période pré-industrielle. On retrouve ce chiffre de 270 milliards de tonnes de carbone. Donc chaque année, oui je ne sais pas, bon je vais arrêter là, chaque année, effectivement, on en est, c'est un peu le graphe suivant, à 10 milliards de tonnes. Donc, vous voyez, même si on se maintenait au niveau actuel et ça augmente, ça n'arrête pas d'augmenter, on n'aurait plus que 27 ans de droits d'émission. Et c'est de là aussi que c'est une autre déduction qui correspond à peu près à celle qu'on a dite dans le deuxième rapport, à savoir que si on voulait avoir des chances de respecter ce type de scénario, il fallait absolument que les émissions commencent à redescendre d'ici 2020, qu'elles soient ensuite divisées par 3 entre 2020 et 2050 et que, disons, leur diminution se poursuive jusqu'à pratiquement pas d'émissions vers la fin du siècle, sinon des émissions négatives, ce qui est peut-être un gros mot, mais il faudra peut-être, disons, replanter des arbres et absorber. Voilà un petit peu l'essence du rapport. Et comme je ne veux pas être trop long et répondre à vos questions, je vais arrêter là. Merci, Monsieur Jean Josel. Alors, Monsieur Rémy Pointreau. Oui, merci, Monsieur Josel, de votre présentation de ce rapport qui me paraît quand même assez important pour notre planète. Alors, certains disent sur ce rapport que vous faites du catastrophisme. D'autres pensent que ce n'est pas le cas, que vous sous-estimez même les effets du réchauffement. Alors j'aurais 2 questions particulières. D'abord, c'est vrai qu'on observe un ralentissement de la hausse de la température moyenne lors de la dernière décennie, que les modèles n'avaient pas forcément prévu, puisqu'on voit bien que, par exemple, l'année passée était une période plutôt froide, pluvieuse, avec des saisons bien marquées comme c'était le cas peut-être autrefois. Alors, comment interprète-t-on ce phénomène et que prévoit le rapport concernant son évolution? Et puis, la deuxième question, plus générale, qu'est-ce que pensent les autres pays les plus émetteurs de CO2 de ce rapport, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Allemagne, dans un monde en compétition? Est-ce que ça sera leur priorité de travailler sur la diminution de gaz à effet de serre par rapport à notre pays, la France, l'Europe, qui va faire peut-être plus que d'autres des efforts? Et qu'est-ce qu'on pèse en Europe si on fait des efforts, d'accord, mais par rapport à tous ces pays qui risquent d'en faire beaucoup moins, notamment la Chine, qui, j'ai pas l'impression, qui se soucie beaucoup de ces effets de réchauffement climatique et qui sont dans la compétition économique mondiale.
Je vais d'abord répondre à votre, avant de revenir aux aspects purement climatiques, à votre au dernier point. D'abord, je pense qu'il faut voir, c'est pas ni catastrophiste, ni... Bon, je pense, pour nous, ça représente une réalité. Je veux dire, la réalité, c'est si on émet des gaz carboniques, d'autres gaz à effet de serre, on ira vers un réchauffement important. C'est une réalité, c'est presque un fait. C'est ni être catastrophiste, ni rien. Après, disons, les conséquences plus les impacts seront plus disons, analysés par le groupe 2. Bon, les sécheresses à répétition, tout ça, donc tout ça, ça reviendra, mais c'est pas des points qu'on a vraiment abordés dans ce rapport. On n'a pas essayé d'aller là. Donc, si on se place devant une réalité, c'est-à-dire que si on émet, ce qui va se passer très probablement, je peux vous dire, c'est que, bien sûr, le réchauffement va repartir. Je vous dirai pourquoi, parce donc, je crois qu'il y aura disons, il y aura la fin d'une civilisation carbone est inéluctable. Il faut bien se mettre ça en tête. J'ai du mal, je me suis beaucoup impliqué dans la transition énergétique. On a du mal à faire comprendre ça, mais il faut faire comprendre aux gens que la fin du tout pétrole, il faut arrêter cette addiction aux combustibles fossiles. C'est très clair, et les premiers qui le feront, les premiers pays qui le feront, seront économiquement gagnants. Il va y avoir un nouveau rapport Stern. C'est clair que ne rien faire, c'est catastrophique du point de vue économique. Si vous voulez lire, si vous prenez le temps 2 minutes, je vais essayer donc de lire quand même de commenter peut-être le transparent suivant. Je ne l'ai pas commenté, donc si vous commentez celui-ci, pour vous dire simplement que, disons, ces conclusions que j'ai essayé de partager avec vous, eh bien, elles sont aussi celles c'est pas celles de la communauté scientifique. Il faut bien de la communauté climat, comme ça. On n'est pas dans notre monde, on n'est pas dans une bulle comme ça, en train de vous dire des choses qui sont complètement abstraites. Regardez le diagnostic de l'AIE, Agence internationale de l'énergie. Le diagnostic de l'AIE, il est peut-être un peu plus catastrophique encore que le nôtre. Donc voilà, le diagnostic de l'AIE, il vous dit quoi? Il vous dit que si on ne fait rien d'ici 2017, on ira au moins vers 3,5 degrés de réchauffement, sinon vers 6. Ça, c'est l'AIE, les énergéticiens, ce ne sont pas les climatologues qui disent ça. Il faut bien comprendre ça. Ensuite, il vous dit surtout une chose importante, c'est que tout dollar non investi cette décennie se traduira par 4 dollars à investir dans la décennie prochaine. Donc même si on peut discuter d'économie, et ça je le fais, c'est une erreur de ne pas lutter contre le réchauffement climatique. Une véritable erreur, économiquement parlant. Donc il faut bien avoir ça en tête. Non, je vous le dis franchement. Maintenant, la Chine. On va parler... En 2015, on a cette réunion à Paris. Elle va être importante, et si elle est importante, c'est plutôt grâce à la Chine qu'aux États-Unis. Ça s'est décidé à Durban, et à Durban, on n'aurait pas eu d'accord si la Chine, à un moment, n'avait pas dit « bien, nous, Chinois, on est d'accord pour, après 2020, avoir un accord qui nous engage et qui éventuellement nous amène des contraintes. » Et les États-Unis ont été obligés de suivre. Ce n'est pas le contraire. C'est très important. Donc s'il y a la possibilité d'un accord pour 2020, il est loin d'être fait, je vous l'accorde. Mais c'est aussi les Chinois qui l'ont accepté et qui en étaient presque un peu moteurs. Ensuite, le dernier point, ils s'y préparent. Ils sont les premiers en solaire, les premiers en éolien, les premiers en nucléaire, ils le seront bientôt. Ils sont aussi les premiers en charbon, je suis d'accord. Mais ils ferment quand même, c'est vrai qu'ils ouvrent des centrales, mais à chaque fois ils en ferment, et ils en ferment des beaucoup plus polluantes et de beaucoup moins efficaces que celles qu'ils ouvrent. Et donc on a regardé, par exemple, j'ai un collègue, Philippe Siès, qui travaille sur les émissions chinoises, et effectivement, les régions les plus développées de la Chine, leurs émissions commencent à descendre. Ce n'est pas vrai pour l'ensemble de la Chine, mais ça se fera. Donc il faut bien voir que la Chine se prépare. D'abord, ils sont aussi très sensibles, disons le co-président chinois Qin Dae est vraiment un ami, puisque je le connais depuis 20 ans, il est aussi comme moi glaciologue, on discute. Donc ils sont très sensibles aussi à la communauté scientifique chinoise, ils sont aux premières loges des conséquences du réchauffement climatique, et ils le savent. Ils le savent, franchement leurs scientifiques sont là, ils sont présents et leurs scientifiques ont un message très clair. Donc je ne crois pas non plus qu'il faille agiter la Chine. Cette idée que ne faisons rien parce que les autres ne feront rien ne me va pas bien. Voilà, ça c'est très clair. Et bon, effectivement, on en est là.
C'est-à-dire que l'Europe, disons la seconde phase du protocole de Kyoto, c'est l'Europe plus que quelques autres pays, disons je crois Nouvelle-Zélande, Australie, hein, bon. Et donc c'est moins de 15% des émissions. C'est vrai, mais je crois aussi qu'il ne faut pas prendre ça comme une punition, aller vers une société sobre en carbone. Il faut prendre ça comme une opportunité au point de vue économique parce que c'est aller de l'avant et c'est aller en avant. Donc je pense quand même qu'il ne faut pas... je veux dire, je ne pense pas qu'il faille... Vraiment, je comprends bien ces arguments. J'y fais face souvent. Je m'y suis. Bon, c'est vrai que disons que je me suis investi dans d'autres choses que simplement mon rôle de scientifique. Mais c'est vrai que bon, dans la transition énergétique, on pourra en discuter tout ça, mais c'est important. On est venu d'ailleurs vous en présenter les résultats. J'en ai fait disons un rapport sur la transition énergétique au niveau du CESE et je me suis impliqué dans le débat national. Maintenant, revenons au climat. C'est plus intéressant. Oui, alors, disons, d'abord, il n'y a pas du tout, il y a un ralentissement. Disons qu'au cours des 15 dernières années, le réchauffement était de 5 dixièmes de degré 5 centièmes de degré par décennie au lieu de, disons, 3 fois plus rapide que sur les 30 années précédentes. Alors, je veux dire, d'abord, la première chose, c'est que les modèles, contrairement à ce que vous dites, prévoit ce type de choses. C'est-à-dire que si vous prenez un modèle sur 100 ans avec une augmentation régulière du gaz à effet de serre, année après année, tous ces scénarios que je vous ai montrés, eh bien, tous les modèles montrent des phases où il y a, disons, un réchauffement rapide, des réchauffements plus lents et même des fois des refroidissements. Donc tous les modèles prévoient ça. Ce qu'ils ne savent pas faire, vous avez raison, c'est qu'ils ne savent pas quand. Les modèles ne savent pas prévoir. Ils prévoient tous des montées et des descentes. Aucune montée. Tous les modèles prévoient ça parce qu'il y a, disons, une variabilité, disons, entre l'océan et l'atmosphère qui fait que. Donc tous les modèles prévoient vraiment des décennies où ça va plus vite, des décennies où ça va moins vite. Mais c'est vrai que si vous leur donnez, on a bien vu ça. Si vous les faites partir de 2000, eh bien, il y en a qui feront une phase, disons, un ralentissement en 2020, d'autres en 2030. C'est un peu le bordel. Donc ils savent prévoir, disons, c'est ça que je veux dire. Vous comprenez un peu ce que je veux vous dire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas prévoir quelle décennie. Maintenant, il faut quand même bien voir surtout que tous les autres indicateurs du réchauffement climatique sont au rouge, quand vous voyez l'élévation du niveau de la mer qui se poursuit, donc c'est pas du tout... Ensuite, ce qu'on observe, et ce qui est plutôt inquiétant, c'est-à-dire on observe que la chaleur qui n'est pas dans l'atmosphère, qui n'a pas servi à réchauffer l'atmosphère, on la retrouve dans l'océan profond. Et ça nous amène à nous poser des questions. Quand est-ce qu'elle ressortira? Disons, il y a clairement plus de chaleur dans l'océan profond qu'il y en avait dans la décennie précédente. Et puis, il y a aussi les causes naturelles qui peuvent jouer. Par exemple, autant on peut dire que il faut bien comprendre que autant on peut dire que sur 50 ans, le soleil n'a pas joué. Quand vous regardez une décennie, quand on parle, donc, quand on parle, donc, ce qui manque, c'est un dixième de degré par rapport à l'avant. On passe, mais si on veut passer, eh bien là, on dit bien aussi que le fait que le soleil a été plutôt faible, plutôt faiblard dans la dernière décennie, peut avoir joué un rôle. Il y avait aussi plus d'aérosols dans disons, dans la haute atmosphère. Donc tout ça, on essaye, je ne dis pas qu'on peut le prévoir, mais je pense qu'on peut l'expliquer et je crois qu'on est tous convaincus, c'est bien pour ça la force du diagnostic, que ça ne joue pas, disons le fait que ça aille vite à des moments et plus lentement à d'autres, ne joue pas sur la projection à long terme qu'on met en avant. Donc c'est un peu ça ma réponse et je suis moi-même convaincu que le réchauffement repartira. Malheureusement, à ce moment, il sera trop tard pour rester en dessous des 2 degrés. Et c'est vrai d'une certaine façon que eh bien, c'est toujours disons, l'argument qui est mis en avant. Disons, ça s'est arrêté, donc il n'y a plus de problème. C'est malheureusement faux. Bien, alors, M. Alain Fouché. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur, vous avez un exposé très intéressant et très vrai. C'est vrai que c'est très inquiétant. Et malgré tout ce qui est écrit, malgré tout ce qui est dit, les gens se sentent peu sensibilisés parce qu'en fait, le temps pour eux est lointain et ils n'ont pas ce sentiment. Simplement, je voudrais vous poser une ou deux petites questions. Bon, les besoins des consommateurs sont de plus en plus élevés. Les gens sont habitués à la clim, ils veulent de plus en plus de clim et on vend des choses de plus en plus climatisées. Ça sera sans doute très difficile de les arrêter. Il y a quels moyens pour faire appliquer, vous parliez à la fin de votre rapport de mesures radicales, quels moyens pour faire appliquer des mesures préconisées pour faire tout ce qui se passe auprès des États? Bon, les États industrialisés, vous expliquez les conférences qui se mettent en place, les volontés. Et ensuite, par rapport aux pays non industrialisés, qui eux aussi sont concernés, quels moyens aura-t-on pour vraiment faire appliquer les mesures utiles
nécessaire, indispensable? Je sais que ma question n'est pas facile, mais je sais que vous pouvez répondre à tout. Non, je peux répondre à tout. Oui, c'est un peu en dehors du rapport que je suis venu présenter, mais bon, c'est vrai aussi que je suis dans le comité d'organisation de la conférence 2015 et je ne peux pas me désintéresser de sa réussite éventuelle. Bon, par exemple, j'ai écouté Pascal Canfin avec attention, je pense qu'il sera fortement impliqué. L'idée de... Bon, je pense qu'il faut garder de l'ambition en termes climatiques, mais l'idée de lier lutte contre le réchauffement climatique et, disons, développement est quelque chose de très important. Il faut bien voir quand on parle de, justement, quand on parle de potentiel, disons, c'est clair qu'un continent comme l'Afrique, parce que c'est aussi là où, disons, la démographie risque d'être galopante au cours des 50 prochaines années, pourrait, en tout cas, c'est le premier continent qui pourrait techniquement, je parle techniquement, hein, se passer de pétrole, de charbon. Ils ont tout. Ils ont du soleil à gogo, de l'éolien, de la biomasse, de l'hydraulique, tout est là. Alors, je veux dire, franchement, ce sont des pays qui pourraient très bien. Donc après, c'est une question de stratégie et tout ça. Je comprends bien, mais par là, je veux dire, c'est le pays où tout est possible, si on veut aussi. Hein. Donc, je sais, on en est loin, mais je veux dire, lier développement et lutte contre le réchauffement climatique est quelque chose qui est très certainement important. On ne forcera pas assez, si vous voulez. Moi, je suis venu ici en tant que scientifique, donc je ne vais surtout pas vous faire de recommandations, puisque ce n'est pas le rôle du GIEC, donc je ne vous en ferai pas. Mais je vous en ferai une quand même. Donc, je pense que non, je pense honnêtement qu'on est dans un monde où l'économie domine. Donc c'est très clair. Pour moi, la seule façon la seule façon, c'est que les énergies renouvelables deviennent compétitives. C'est très clair. Donc, disons que en tout cas celles non émettrices de gaz carbonique. Alors, on ne va pas faire un débat sur le nucléaire ici, mais voilà. Donc, et pour cela, c'est très clair que si on ne donne pas un prix au carbone, on n'y arrivera jamais. Alors, on pouvait espérer un moment, il y a une dizaine d'années, que naturellement le prix du gaz et du pétrole allait augmenter, disons, de façon importante, disons, suffisante pour rendre sans mesure particulière compétitive rapidement d'autres énergies. On voit bien qu'avec le gaz de schiste et pétrole non conventionnel, cet espoir, enfin un espoir pour le climatologue, hein, s'est envolé. Non, mais j'ai beaucoup aussi discuté, vous inquiétez pas, j'ai travaillé sur la transition énergétique, je vous le redis, c'est pas le problème. Mais je veux dire par là que si on ne donne pas de prix au carbone, pour venir à la conclusion sur ce point, si on ne sait pas donner un prix au carbone au niveau international, eh bien on n'arrivera pas à lutter contre le réchauffement climatique de façon efficace. Je sais l'échec des premiers quotas et tout cela, donc il faut vraiment... Donc c'est un peu ça la voie qu'il faudrait suivre. Bien. Madame Aude-Cardio. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, à mon tour, je voudrais vous remercier pour cet exposé très intéressant. Alors, bien sûr, je sais que vous nous dites que vous êtes un scientifique, vous n'êtes pas là pour nous donner des recommandations, mais nous avons quand même besoin d'un certain nombre de réponses. Et si je me félicite, moi, qu'il y ait vraiment un chapitre, cette fois-ci, sur la mer et sur l'évolution des côtes, nous sommes, nous, les élus, confrontés à la réalité des choses. Il y a à la fois l'érosion côtière due à cette avancée quand même de la mer et c'est pas en projection, ça existe. Il y a des zones en France et ailleurs dans le monde où le trait de côte recule. Il y a les risques de submersion marine avec les grands phénomènes météo. Donc, comment est-ce qu'un élu peut essayer, ou les élus en général peuvent essayer d'anticiper, parce que bon, il y a des populations sur ces zones-là. Vous disiez 1 euro qui n'est pas dépensé maintenant, un dollar, ce sera 4 dollars dans le siècle suivant ou dans les décennies suivantes. Voilà, comment fait-on? On a des possibilités d'avoir des cartographies, des représentations de l'évolution du trait de côte, mais on n'a pas trop d'informations sur à quels endroits précis ça va se passer. On dit, bon, ça risque de s'élever de 60 cm ou de 80 cm. Ça ne sera pas 60 cm, 80 cm partout. Il y aura des nouveaux courants, il y aura un certain nombre de choses. Donc, comment anticiper? Alors, il y a j'ai essayé de répondre assez rapidement. D'abord, bon, c'est évidemment pas dans ce rapport que vous trouverez l'essentiel sur... Alors, on commence à parler effectivement d'un point dont on n'avait pas vraiment abordé dans le 4e rapport, c'est que quand on parle d'élévation du niveau de la mer, la valeur moyenne ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important. Et en fait, d'un endroit à l'autre de la planète, ça peut varier largement d'un facteur 2.
Donc c'est important. Donc c'est important parce qu'il y a des modifications des courants. Donc une augmentation. Donc ça c'est un premier point important qui est mieux cartographié que, par exemple, vaut mieux pas être du côté de New York actuellement parce que l'élévation du niveau de la mer risque d'être 20 à 30% plus élevée que la valeur moyenne. Donc ensuite il y a un deuxième point qui est important, c'est que l'élévation du niveau de la mer, le problème c'est pas le niveau moyen. Bon, ça rend la difficulté plus forte, mais c'est le problème de la houle, des grandes tempêtes, enfin disons une conjonction de... Bon, je ne vais pas vous faire un schéma, vous savez bien, quand il y a conjonction entre, disons très forte marée, houle, très forte précipitation sur le continent, et bon, on arrive à des problèmes comme on a eu sur Xintia, c'est très clair. Donc les extrêmes, les valeurs extrêmes sont plus importantes dans l'optique que vous regardez que celle. Alors ça va quand même mieux traiter dans le rapport du groupe 2 avec des valeurs régionales. Donc ça c'était pas l'objet de notre rapport de le faire, mais on a bien ça en tête que ce sont les versions régionales qui sont importantes. Ensuite, bon, du point de vue que vous posez, moi je me suis beaucoup investi dans la mise sur pied du plan d'adaptation national d'adaptation au changement climatique, donc qui a été promulgué il y a 2 ou 3 ans maintenant par Nathalie Kosciusko-Morizet. J'étais responsable du groupe où, en particulier, nous traitions du niveau de la mer. Donc ce que nous sommes fixés à l'époque, disons disons ligne de crête, c'était que disons réfléchir à une France qui pourrait, dans certains cas, devoir faire face à une élévation du niveau de la mer qui pourrait aller jusqu'à 1 mètre. C'est cette valeur qu'on a prise. Et ensuite, on a fait des recommandations. Et vous avez raison. Et une des recommandations que nous avions faites à l'époque, c'est vraiment qu'on n'y connaissait rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai travail, et c'est plus ce travail d'organismes comme le VRGM, le CHAUME, il n'y a pas de vrai travail à disposition des maires, des élus des régions côtières pour savoir comment un niveau moyen se traduira du point de vue local. Et ça reste à faire, mais c'était une des recommandations de notre groupe de travail. Je ne sais pas où ça en est, mais comme je vais travailler au CESE sur un avis sur l'adaptation au réchauffement climatique, on va peut-être regarder tout ça. Mais je comprends bien que, et je suis très conscient de ça, ce qui intéresse les décideurs que vous êtes, politiques, économiques, ce sont les variations locales, régionales du changement climatique. Et donc j'espère qu'on vous apportera plus d'éléments, et au niveau français que le plan d'adaptation se mette vraiment en route, disons qu'il y ait vraiment cet échange. Voilà. Je suis un peu surpris que, en fait, à ma connaissance, par rapport à la possibilité qu'ont les élus de pouvoir avoir quelques informations très, très précises sur le rôle de leurs décisions, en fait, en dehors de l'ONERG, je suis surpris, on les a auditionnés, vous vous souvenez, eh bien, on ne trouve pas d'organisme qui ait vraiment fait des réelles évaluations qui pourraient nous faire prendre conscience du coût programmé au fur et à mesure que on monte en puissance, en quelque sorte, vers la catastrophe. C'est quand même étonnant qu'avec l'argent dont on dispose, ne serait-ce que pour faire quelques études, on n'ait pas des traductions beaucoup plus concrètes en dehors de l'ONER, qui est un petit organisme qui dispose de peu de moyens. Ils sont moins de 10. Et tu as cité tout à l'heure, donc, monsieur Merliot. Voilà. Il est aussi représentant de la France auprès du GIEC, ça prend une grande partie de son temps. Mais c'est quand même étonnant qu'on connaisse que ce petit organisme qui est chiffré, ou en tout cas qui essaie de le faire, quoi. Voilà. Pardon, je voulais rajouter. Non, mais c'est vrai. Monsieur Marcel Denon. Oui, c'est pas la peine que j'insiste pour vous dire tout ce que je pense de Jean Jouzel et des travaux qu'il conduit. C'est fait. Bon, ce que je voudrais faire, il a répondu aux principales objections qu'on entend en permanence dans ce pays. Alors, c'est d'autant plus compliqué, Jean, que la France, malgré tout, est parmi les bons élèves en matière d'émissions. Il faudrait qu'on apprenne à comptabiliser aussi nos émissions en ajoutant les importations, hein, parce que les émissions chinoises, nous y participons. Hein, et ils ne sont pas comptabilisés dans la consommation des Français. Il faudrait aussi faire des bilans de ce genre. Bon, ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que si on veut faire pédagogie, ce n'est pas votre travail. Moi, j'admire depuis 15 ans que je vous connais la discrétion des scientifiques et la modestie surtout des scientifiques. Ceux qui parlent, c'est ceux qui, en général, connaissent moins que les autres. Enfin, je le dis. Bon, alors...
pour nous, mais même entre scientifiques, des gens qui ne sont pas des spécialistes du climat émettent des jugements, et notamment il y a une école de physiciens français qui nous complique un peu le dossier. Alors, une question que je voudrais vous poser, dans les consultations que vous avez faites pour ce rapport, les physiciens français du type Gervais, Allègre et quelques autres ont-ils envoyé des communications et quelles réponses leur a été faites? On peut les trouver quelque part, ces réponses? C'est publié ou pas? Et puis enfin, une dernière observation, je crois que du côté pédagogie et compréhension dans le grand public, il faudrait que des gens comme vous, mais comment faire, on fasse beaucoup de réunions régionales dans les régions concernées. Moi, dans la Picardie, nous sommes actuellement, on a sensibilisé les gens, nous sommes en train, avec le Conseil général, de se poser la question de savoir si on ouvre une brèche pour inonder un polder qui fait 1000 hectares. Ça nous coûte tellement cher à empêcher la mer de venir qu'on se dit après tout, mais pour faire admettre qu'on va inonder 1000 hectares avec des habitations, c'est quand même pas simple. Mais on est en train de progresser. Alors du côté, bon, je m'arrête là, l'acidité de la mer sur la Picardie avec nos falages de craie, nous sommes très sensibles parce que si vous augmenterez plus vite l'acidité, bon, alors tout ça est compliqué à expliquer, tout ça pour dire que si on fait des réunions régionales sur des sujets précis, où les gens sont impliqués, on arrive à intéresser les gens. Autrement, si on se dit c'est pour la génération d'après, on verra bien, quoi. Hein, bon. Merci beaucoup. Bon, oui, il y a toujours cette école de physiciens français, mais bon, effectivement, j'avais en face moi hier Gervais. Bon, franchement, c'est une véritable imposture scientifique. Je le dis franchement, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans ce domaine, qui dit des choses complètement idiotes. Son livre, qui a beaucoup de succès, c'est simplement aller chercher sur des sites de sceptiques ce qui s'y dit. C'est vraiment, je veux dire, je ne comprends pas non plus comment un éditeur peut marcher là-dessus. Mais ceci étant, moi j'accepte, je pense qu'il faut accepter, c'est ainsi. Bon, ce n'est pas le cas d'autres, hein. Je ne dirais pas que Vincent Courtillot ou Alex, c'est de l'imposture scientifique, mais dans le cas de François Gervais, je me permets de le dire, parce que ce qu'il dit vraiment, ça n'a aucun sens. Hein, donc voilà, donc je veux dire, j'ai rien contre l'homme non plus, il est très sympathique, donc... Mais donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je pense qu'il faut, moi j'essaye à chaque fois d'accepter le débat, j'essaye d'accepter le débat, de débattre, d'abord c'est aussi à nous de convaincre, j'espère qu'on y arrive un peu, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, par exemple, C'est dans l'air, évidemment, m'appellent assez souvent et me disent on va voir François Gervais. Mes collègues m'ont dit tu devrais refuser. J'ai dit non, il faut y aller, c'est tout. Donc est-ce que c'est mieux d'y être allé? Je pense que oui. Et donc voilà, donc c'est des choses auxquelles on fait face encore et des fois c'est vrai que ça nous fait un peu mal, mais bon, mais il faut l'accepter parce que d'abord le scepticisme est en soi quelque chose de très louable. Hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire que les gens nous posent des questions et se posent des questions ne me gêne pas. Mais bon, à un moment, c'est à nous de convaincre aussi. On essaye à chaque fois avec ce rapport du GIEC, on essaye et puis on espère effectivement y arriver. Mais bon, c'est vrai que bon, c'est facile de mettre en avant le fait que si vous prenez les 10 dernières années, toutes les années ont été chaudes et puis... Bon, j'ai pas voulu reprendre tout, mais c'est vrai que l'hiver, ça n'a rien à voir le fait que l'hiver en Europe a été plus froid. Il y a en 2009, en 2010, les années globalement ont été chaudes, hein, il n'y a pas de problème. Donc le fait qu'on est, bon, on peut toujours, bon, tout cela, c'est tellement facile de dire cela. Bon, mais c'est aussi à nous de redire. Si je viens essayer de vous, disons, de partager avec vous, c'est aussi pour ça que je suis là, pour redire ces choses, pour essayer de les redire clairement. Voilà pour cette audition de Jean Jouzel qui a été auditionné par la Commission du développement durable sur le 5e rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui a rendu cet automne un rapport assez alarmant sur le réchauffement climatique. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Toujours novateur.